Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Sri Euseba Arwandino, on m'appelle. Bienvenue sur la tribune qui vous dispense la connaissance authentique, jamais vue ailleurs. La connaissance véritable qui éclaire en fait le chemin de l'être. En fait, dans la maison de la vie. Parce que ce que vous ne savez pas, dans une maison, il peut y avoir des sentiers. Oui. Nous sommes tous dans l'univers, sur le chemin de l'être. La connaissance, c'est le pouvoir ultime pour l'éveil de tout être. La connaissance, c'est ce que je vais appeler, c'est ce que les kabbalistes appellent à tort ou à travers la pierre philosophale. En son temps, je pense que j'ai déjà fait une émission sur ça une fois, la pierre philosophale, mais nous allons revenir aborder ça sous d'autres angles. La pierre philosophale et la spiritualité ancestrale. Bon, après nous allons en parler. Ici, vous avez accès à de la connaissance authentique et originale. Vous avez accès à de la connaissance véridique, palpable. Oui. Bienvenue sur la chaîne Euseba Arwandino 369. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler votre devoir. Votre devoir, c'est de vous abonner. C'est de liker la vidéo. C'est de partager la vidéo. Et si vous avez des questions, c'est de les laisser en commentaire. Nous sommes à l'avant-dernier jour des inscriptions pour la rentrée académique initiatique 2025. Et pour vous qui êtes encore derrière, alors il faut que vous fassiez vite. Vous faites partie de cette promotion exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Nous allons parler de la tradition et la modernité. Oui, ce que les gens appellent soi-disant modernité. Et beaucoup pensent que quand on parle de la tradition n'est pas moderne. Et que la tradition est ancienne. Il va falloir que nous clarifions tout cela. Quand on parle de la tradition, c'est de quoi il s'agit de quoi concrètement? Notre univers se repose sur deux mondes. Nous avons le monde invisible et le monde visible. Comme l'identité ou comme la facette jumelaire de l'identité primordiale de la conscience, l'esprit et la matière. En fait, pour comprendre correctement cette notion du monde invisible et du monde visible, vous devez savoir que dans le processus de la manifestation de l'être ou de l'accomplissement de l'être primordial, il a dû rendre disponible, rendu palpable certaines fonctions de lui, de sa nature. Et l'une de ces fonctions, c'est l'esprit et la matière. Alors, l'esprit, c'est tout simplement, en fait, la fonction de transcendance de l'être. L'esprit, c'est la fonction d'intelligence de l'être. Ce qu'on va dire pour que ça soit simple et palpable.
L'esprit, c'est le principe de la permanence absolue. Oui, le principe de la permanence absolue. Mais quand on parle de la matière, c'est d'abord le principe du dynamisme énergétique de l'être ou le dynamisme énergétique des choses. La matière, c'est le principe de la capacité des choses. La matière, en fait, c'est le principe de la non-permanence. En fait, la matière, c'est une forme de mouvement, une forme de courant de mouvement qui permet à l'esprit ou au tout de confirmer sa propre permanence et son absoluité. En fait, le monde invisible et le monde visible sont interliés par ce que je vais appeler l'écran de vie. C'est vrai que ça rentre dans les cours de la géométrie sacrée. L'écran de vie, en termes, du point de vue, en termes d'éléments palpables, on parle du vide ou du néant. En fait, l'écran de vie, c'est le portail, ou c'est même une espace de transition, vous voyez, entre le monde manifesté et le monde non manifesté. Si on rentre un peu dans la cosmogonie sacrée, on va parler de Saguna et de Elkuna. Vous voyez? Donc le monde manifesté ou le monde visible n'est que l'expression de la lumière du monde invisible. En réalité, le monde visible, en fait, s'émerge du monde invisible. Le contraire n'est pas possible. Le monde visible est en fait la suite. C'est une suite du monde invisible. C'est en fait une expression, c'est en fait une manifestation de la potentialité capacitaire du monde invisible. Donc, lorsque vous prenez en fait tout ce qui est en relation avec le monde invisible, on parlera de l'exercice du principe de l'esprit. Au moment dont tout ce qui est en relation avec le monde visible relève du principe de la matière. Vous voyez? Alors, l'esprit, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire, l'esprit, c'est de la spiritualité. L'esprit relève de la connaissance identitaire, ou la connaissance de l'identité intrinsèque des choses. Ça, c'est me croyez. Au moment dont la matière, en fait, constitue un mécanisme de démonstration, vous voyez, de cette connaissance, domaine de connaissance identitaire des choses. Vous voyez? C'est ça, en fait. Donc, nous avons en face de nous deux facettes. Il y a ce que je vais appeler la spiritualité et la science. La spiritualité relève de l'esprit. Comprenez? La spiritualité, comme j'ai coutume de vous le dire, étymologiquement, ça veut dire spiritualité. En fait, l'actualité de l'esprit. Autrement dit, en fait, l'actuel de l'esprit. La spiritualité, c'est un ensemble de connaissances qui permet de se plonger, vous voyez, dans la dimension actuelle de l'esprit. Voilà pourquoi la spiritualité, elle est toujours actuelle. La spiritualité, elle est toujours impérissable. Parce que là, nous ressortons le principe de l'impérissabilité ou la dimension de l'impérissabilité de la spiritualité. La spiritualité est toujours actuelle.
Mais quand on parle de la science relève d'un élan de perception. Oui. La science relève d'un élan de perception. Percevoir quelque chose, intégrer quelque chose ou manifester quelque chose. Ou en fait rendre palpable quelque chose. Donc en fait, je vais dire, la science clarifie la spiritualité. Au moment dont la spiritualité génère la science. Vous comprenez? Donc il ne peut même pas avoir science sans spiritualité. C'est impossible. Alors, en fait, c'est ces deux éléments qui se sont réunis pour donner ce que c'est que la tradition. Sauf que dans le domaine de la tradition, nous allons parler en fait d'une forme de spiritualité qu'on va appeler ancestrale. Et quand on parle de l'ancestralité relève du principe de l'originalité et de l'authenticité. Voilà. Donc quand on parle de la spiritualité ancestrale, on va dire tout simplement la spiritualité originale. Voilà. Vous comprenez? Alors, c'est de la même manière que la science du côté tradition relève de l'ancestralité. Donc on va parler de la science originale. Vous comprenez? Alors c'est quoi profondément ce que c'est que la tradition? Comme vous comprenez déjà, la science, la spiritualité, leur positionnement dans l'élan traditionnel, c'est quoi profondément la tradition? La tradition, c'est le principe de la transversalité. Vous voyez? Le principe dit ceci: tout ce qui vit converge. Tout ce qui vit converge. Donc, quand on parle de la tradition, c'est comme un processus de convergence. Vous voyez? Des idéologies, convergence des connaissances et tout. Tout simplement, la tradition, ça relève en fait d'une capacité ou d'un élan de convergence. Lorsque vous êtes dans un processus de tradition ou dans un processus de traditionnalisation, vous allez vous retrouver dans un élan, vous voyez, de conduite vers une source, vers une essence, vers une profondeur. Vous comprenez? Donc, la tradition, qui est le principe de la transversalité, dont le principe de l'universalité, la tradition, c'est tout simplement, en fait, une qualité, c'est tout simplement, en fait, une qualité identitaire de l'être. Du point de vue universel, je vais parler de l'être primordial, et du point de vue humain, on va parler de l'être. Vous comprenez? Je vais expliquer autrement. Lorsque vous allez dans les codes de moralité retranscrits, volés en Égypte, retranscrits dans Exode, dans la Bible des chrétiens, il y a une code de moralité qui explique mieux la chose. C'est tout simplement celle qui dit, ou celui qui dit, le code qui dit: tu honoreras ton père et ta mère, et tes jours seront longs sur la terre. Et Yahvé Dieu bénira tes jours sur terre. En fait, tu honoreras. On va faire en fait une forme de généalogie. Si moi, j'honore mon père et ma mère, ça veut dire quoi? Mon père et ma mère, à leur tour, avaient honoré leur père et leur mère. Et leur père et leur mère avaient honoré leur père et leur mère. Et vous allez constater que vous vous retrouvez dans un cycle de convergence. À partir du moment dont vous considérez la généalogie, vous voyez, parce que ce code décline en quelque sorte l'identité de la généalogie. En fait, la généalogie, c'est même le fondement de la tradition. Parce que, en fait, pour qu'il y ait tradition, il faut qu'il y ait en fait des éléments de convergence. La tradition, c'est la convergence de deux grands éléments.
celui de la spiritualité et celui de la science. Vous comprenez? Donc, dans la tradition, la science n'est pas contradictoire aux valeurs ancestrales. Dans la tradition, la spiritualité n'est pas contradictoire à la science. C'est les deux qui convergent. Et c'est parce que les deux convergent qu'on a la tradition. Encore que quand on parle de la tradition de façon symbolique, parce qu'il faut qu'on explique les choses en fonction du paradigme africain, quand on parle de la tradition, il s'agit tout simplement, en termes de symbolique, de l'Énéade. Vous allez constater que tout commence par Atum. Et qu'Atum, à son tour, a mis au monde Shu et Tefnut. De Shu, Tefnut, dans Gebnut, de Gebnut, dans Osiris, Isis, Netis, Set. Et d'Osiris, Isis, nous avons Horus. Et la version cachée d'Horus est issue d'Osiris et de Nephthys. Nous avons Anubis. Vous comprenez? C'est tout le vrai sens de la tradition. Donc la tradition, en fait, c'est tout simplement un systémique. C'est un systémique. C'est une instance, vous voyez, qui sert de canal, vous voyez, à l'expansion, à la manifestation des fonctions identitaires d'une conscience. La tradition n'est pas hors de la conscience. C'est la conscience qui émet la tradition. C'est la conscience qui constitue même la pierre angulaire de la tradition. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que dans notre tradition, il y a souvent ce qu'on appelle des totems. Vous voyez? Nous avons, exemple, tel totem. Et on dit que, voilà, la tradition décide de refuse de faire telle chose. C'est un exemple. Hein? Et que vous le faites. Est-ce que quelqu'un a été là pour vous voir? Mais étant donné que vous connaissez ce totem et que vous avez violé, vous allez constater que votre conscience va commencer par vous jouer des tours. Exactement ça. Donc la tradition, c'est d'abord une affaire de conscience. C'est la conscience qui constitue, en fait, la souche, le noyau même de la tradition. Parce que le principe de la transversalité provient de la conscience. Et le principe de... En fait, pour qu'il y ait transversalité, il faut qu'il y ait convergence de spiritualité et de science. Or, vous savez que la spiritualité relève de l'esprit et la science relève de la matière. Or, vous savez que la conscience dans son processus, la conscience dans sa réalisation, a dû d'abord, en fait, mis en relation, en fait, son principe de l'esprit et son principe de la matière. Tout est là, en fait. Donc, la tradition, mais la conscience, dans sa réalisation, dans son processus de réalisation, a dû générer, en fait, ce creuset, cette instance qu'on appelle la tradition, qui n'est qu'une forme de creuset de convergence entre la spiritualité, c'est-à-dire l'esprit, et la science, c'est-à-dire la matière. Alors, est-ce que la tradition est associée à une époque? Je vais vous dire non. La tradition n'est pas associée à une époque. Parce que quand on parle du principe de la transversalité, cela, en fait, relève en même temps de la temporalité et de l'intemporalité. Parce que, en fait, l'esprit est intemporel. Alors, vous savez que l'esprit provient de la matière provient de l'esprit. La matière est temporelle. Ça veut dire quoi? La tradition, de par essence, est intemporelle. Vous voyez? Donc, mais étant donné que l'un de ces éléments provient du temps ou est actif par le temps, la tradition s'exprime à travers les temps, les générations et autres et autres. Et c'est ça qui va faire même que, tel que vous concevez la tradition il y a 1000 ans, en fonction de la conscience et du niveau d'évolution des générations, on peut la concevoir autrement. Sauf que les principes actifs et fondamentaux
ne changeront jamais. Et ça, c'est me voyez, ça, c'est vous comprenez ce que je dis. Donc, en fait, quand on parle de la tradition, c'est tout simplement une essence intemporelle, mais qui se renouvelle de façon générationnelle. L'énergie des principes actifs et fondamentaux qui constituent cette vibration, cette instance qu'est la tradition, se renouvelle de façon psychologique ou évolue. En fait, la tradition, elle est évolutive. C'est les principes qui sont permanents. Mais les conditionnements qui sont là-dedans peuvent en fait changer. Je vous donne un exemple très simple. Dans nos us et coutumes traditionnelles, mais on ne mangeait pas dans un grand plat. Mais parce que les plats qui existaient en ce moment étaient, bon, on ne mange pas dans un grand plat, dans beaucoup, hein, mais c'est parce que les plats qui existaient en ce moment, lorsque tout se concevait, ces plats étaient petits. Mais aujourd'hui, nous avons des grands plats. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on peut manger dans les grands plats. Ça veut dire que d'une part, les conditionnements de la tradition ont évolué. Vous voyez? Dans la permanence des principes actifs et fondamentaux. Ou fondamentaux. Ça, vous me voyez. Quand on parle de la modernité ne remet pas en cause la tradition. Parce que la modernité est une fonction même inhérente de la tradition. C'est ça qui fait qu'en réalité, la tradition peut s'adapter en fait dans le temps et dans l'espace. Mais quand on parle de la modernité n'est pas la remise en cause des principes actifs et fondamentaux de la tradition, non. Mais la modernité, en fait, adapte les conditionnements de la tradition, voyez, aux nouvelles perceptions, voyez, générationnelles et, en fait, oui, générationnelles et autres. Donc, quand les gens pensent que, quand on parle de la tradition, comme les gens ont eu du coq dans la tradition, et que, en fait, on ne peut que faire ça, et si on fait autre chose, ce n'est plus de la tradition, eh bien oui, vous faites preuve de myopisme spirituel et vous faites preuve d'intellectualisme grégaire. Vous faites preuve de la non-résonance. En fait, vous faites preuve tout simplement d'ignorance pathologique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les principes, tant que les principes premiers ils sont, les conditionnements et les formes peuvent changer. L'essentiel est que les nouvelles formes qui sont créées ou qui sont adoptées en fonction des évolutions générationnelles répondent ou constituent des relais des principes. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et ça, si vous me comprenez. En ce temps, je vais vous faire une vidéo sur les énergies vampires. Est-ce que vous savez que beaucoup d'humains sont des vampires? Et quand on parle d'un vampire, c'est pas ce qu'on vous a montré. Si vous empêchez les conditionnements de la tradition de s'adapter, vous voyez, au visage de l'évolution générationnelle, afin de mieux continuer par relayer l'énergie de ces principes actifs, ben oui, vous êtes un vampire. Vous êtes un vampire. Quel que soit ce que les conditions sociales vous présentent, vous êtes un vampire. Ce n'est pas de l'insulte, mais je le dis, vous êtes des vampires. L'être est évolutif. Le plus important, l'éthique même, le mode opératoire même de la tradition, c'est la connaissance des principes premiers et en fait le maîtrise. Et lorsque vous parvenez à cela, vous avez tout compris, en fait. Et ça, si vous me comprenez. Donc, quand on parle de la tradition, ce n'est pas forcément l'ancienneté. La tradition, elle est transversale. Et ça, c'est le principe de la transversalité absolue, qui est non temporelle,
mais qui est en fait opérationnel dans l'instance du temps. Vous comprenez? Donc, en fait, les principes fondamentaux et élémentaires de la tradition sont incorruptibles. Mais en fait, les conditionnements, vous voyez, s'adaptent aux configurations du temps et des cycles. Vous voyez, ça, c'est vous comprenez. Mais entre-temps, je donne un exemple tout simple. Entre-temps, est-ce que les bougies existaient? Mais aujourd'hui, dans beaucoup de pratiques traditionnelles, on utilise des bougies. Mais parce que les bougies représentent une forme ou représentent un principe. Un principe qui était utilisé sous d'autres formes entre-temps. Quand on parle de l'authenticité et de l'originalité, ce n'est pas associé à une époque. L'authenticité et l'originalité sont d'ordre transversal. Donc la tradition, elle est authentique et originale. Et si je considère que l'authenticité et l'originalité ne sont pas ne sont pas associés à une époque, ça veut dire quoi? La tradition elle-même, quand même l'instance de l'authenticité, de l'originalité, de la spiritualité, de la science, la tradition elle-même n'est pas forcément associée à une époque, ou n'est pas cabrée dans une époque forcément. La tradition, elle est ici et maintenant. Et ça, si vous me comprenez. Mais quoi qu'on dise, les humains doivent marcher sur les pas ou dans les pas de leurs ancêtres. Et la plus grande richesse, la plus grande institution, qui constitue même le noyau relationnel entre les humains et les esprits, c'est la tradition. C'est la tradition. Les ancêtres avaient étudié la nature et ont en fait récupéré certaines notions, certains principes, certaines connaissances de la nature qu'ils ont instaurées dans cette institution, ou bien qu'ils ont institutionnalisé, et c'est ça qu'on va appeler la tradition, c'est ça qu'ils ont appelé la tradition. Vous ne pouvez rien faire au-delà de cette tradition-là. Parce que cette tradition va constituer maintenant, en fait, votre racine et votre point de liaison avec la divine nature. Donc, vous ne pouvez plus vous connecter à la nature hors de votre tradition. Hors votre tradition, c'est impossible. C'est impossible, en fait. C'est en fonction des éléments actifs et passifs de votre tradition que vous pouvez avoir une perception de la nature et que vous pouvez avoir une relation avec la nature. Aujourd'hui, on nous a amené la médecine dite occidentale. La médecine dite occidentale fait la promotion de la maladie. C'est-à-dire, je vais vous donner l'idée. Selon la médecine occidentale, l'être humain est un être faillible, un être faible. Donc, par conséquent, il faut instaurer des mécanismes qui vont en fait clarifier dans la nature de l'être humain, dans son conditionnement, qu'il est un être de maladie, qu'il faut tout le temps soigner. Donc, la médecine occidentale, en fait, légifère la maladie comme quelque chose d'assez normal pour tout être vivant. Ce qui n'était pas possible dans la tradition africaine et selon les anciens, parce que selon les anciens, nous sommes descendants des êtres immortels. On peut vivre au-delà de la mort et du karma et on peut vivre en pleine santé, car la vie est santé, illimitée et infinie. Les ancêtres ont instauré des mécanismes par lesquels, en engrossant une femme, vous semez déjà les germes d'une santé parfaite, absolue, pour cette nouvelle descendance. Ou même lorsque l'enfant naît, il y a des pratiques simples. Lorsque vous faites à votre enfant, cet enfant ne connaîtra jamais l'hôpital avant de quitter cette terre. Mais en fait, contrairement à la médecine occidentale,
qui pensent, oui, que voilà, la maladie est assez normale, voilà. Et le mécanisme est établi pour vous encourager à faire la culture de la faiblesse en maladie. Et ça, si vous me comprenez. Vous savez que chez nous en Afrique, quand une femme naît là, et met au monde un enfant là, les premiers bains, ce sont des tisanes qu'il lave. Cet enfant prend des tisanes. Et en prenant cette tisane, il n'aura pas de problème pour la dentition, il n'aura pas de problème pour les maladies, il n'aura pas de problème pour se lever, il n'aura pas de problème de maladie, en fait, tout simplement. Il n'aura pas de problème de longévité. Et des trucs assez simples. Mais on va me dire que comme nous sommes dans la modernité, une réalité vraiment incomprise par les ignorants, oui, quand l'enfant voilà, naît et qu'on ne l'amène pas à l'hôpital, c'est pas normal. Quand il ne tombe pas malade, c'est pas normal. C'est tout à fait anormal. Les ancêtres avaient déjà décliné ce code, le code de la santé illimitée et infinie. Et ceci est gravé dans les annales de la tradition. Et nous pouvons réveiller ces codes aujourd'hui et mettre à votre disposition. Nous avons un service au sein du temple des dômes qui s'occupe de l'accompagnement des grossesses. Ils peuvent témoigner, nos filles, leurs parents, tous ceux qui sont passés par là, ne sont jamais tombés malades dans leur enfance. Encore que ce n'est qu'une partie de la technologie que j'ai mis à la disposition du service, mais la technologie entière impliquait des tisanes que l'enfant doit laver, impliquait même des choses que l'enfant, des premières tisanes que l'enfant lave, les premières lotions que l'enfant utilise, configure déjà sa destinée, son étoile, sa réussite et autres. Même dans la tradition, lorsqu'une femme tombe enceinte, on constate qu'elle tombe enceinte. Il y a des produits précis, technologiques, qu'elle utilise, et dès qu'elle utilise, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. L'enfant qui va naître de cette grossesse sera un enfant surdoué, plein de réussite et de bien-être. Mais aujourd'hui, on pense que oui, c'est assez normal qu'il y ait des pauvres. En fait, le système capitaliste fait que vous êtes obligé de légiférer la pauvreté sous prétexte de modernité. Donc, ce que je veux dire par cette émission, c'est que la modernité n'est pas en conflit avec la tradition. La modernité fait partie de la tradition. La modernité concerne les conditionnements de la tradition. Et ces conditionnements sont évolutifs, sont changeables, sont dynamiques. C'est les principes actifs et fondamentaux, en fait, qui sont permanentes, de la tradition qui sont permanentes. Je me rappelle de cet étudiant avec qui, bon, on a discuté une fois, l'un de mes étudiants, voilà, et bon, qui est rentré un peu dans l'occultisme ancien maintenant, et voilà, qui pense que c'est tout à fait normal après des années de cours. Ouais, quand les gens n'ont pas encore actualisé leur énergie spirituelle liée à leur forme de spiritualité, c'est ce que ça devient. Ça, il y a des remises en cause bizarres qui reviennent après à le niveau d'existence là, qui pensent que oui, c'est tout à fait normal, que voilà, dans la tradition, quand on sacrifie les animaux, qu'on continue pas à sacrifier les animaux, et que si c'est pas on ne peut pas changer autre. Vous voyez? C'est en ça que je vous dis qu'il y a des vampires. Si vous avez de telles conceptions, c'est que vous êtes un vampire. La tradition, elle est évolutive. Les conditionnements de la tradition peuvent évoluer. Mais si vous ne considérez pas cette chose, si vous ne rentrez pas dans cet état des choses, eh bien, vous n'êtes pas en phase avec l'esprit même de la tradition. Et vous êtes un vampire. À dévampiriser. Vous devez aller à la dévampirisation. La modernité, vous n'avez pas à prendre la modernité comme quelque chose de conflictuel à la tradition. Non. La modernité fait absolument partie de la tradition et constitue même un mécanisme très important, même dans le fonctionnement traditionnel. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Si vous avez envie de me contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56.
00229 01 68 53 96 60. Maintenant, que grâce, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital. C'est comme c'est le langage que vous comprenez. Je n'ai pas dit ça. Mais comprenez juste ce que je dis. Un arbre ne peut jamais se développer hors ses racines. Votre racine, c'est la tradition. C'est elle qui constitue le point relationnel entre vous et la nature. Or, ça, vous ne pouvez pas percevoir la nature. Vous ne pouvez pas vous lier à la nature. Vous ne pouvez pas interagir avec la nature. Et les peuples qui n'ont pas de tradition, vous voyez comment ils évoluent, vous voyez comment ils font. Par exemple, l'Occident n'a pas de tradition. Voilà pourquoi on peut faire inventer tout ce qui est anti-nature pour détruire le monde. Si l'Occident avait des traditions, l'Occident allait comprendre qu'il n'y a absolument pas de conflit entre la modernité et la tradition, et qu'en réalité, la nature est plus grande que tout, et qu'on ne peut pas innover dans la nature des trucs anti-nature. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.